Salut à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter la notion de fonction qui est la clé de voûte de la programmation procédurale permettant d'optimiser un code. Je verrai avec vous comment définir une fonction et comment l'appeler dans le programme principal. Je traiterai également les notions de paramètres et d'arguments d'une fonction. Enfin, je ferai un focus sur la différence fondamentale qui existe entre une variable locale à une fonction et variable globale à un programme. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Cette vidéo propose de nombreux exemples de code Python. Afin de bien les assimiler, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause quand cela vous est nécessaire, puis tapez sur votre IDE Python préféré les différents codes afin de bien les assimiler. C'est en effet en codant que l'on apprend à coder. Les fonctions permettent de décomposer un programme complexe en une série de sous-programmes plus simples. Les fonctions sont en outre réutilisables. Si on dispose par exemple d'une fonction capable de calculer une fonction affine, on peut l'utiliser n'importe où dans notre programme sans avoir à la réécrire à chaque fois. On parle de factorisation du code. Il suffit pour cela de l'appeler afin d'exécuter le bloc des lignes de code qu'elle contient. En mathématiques, une fonction associe à l'antécédent x une image f de x. Un exemple de fonction affine est illustré à l'écran. En informatique, bien qu'il existe de nombreuses similitudes avec les fonctions mathématiques, nous ne parlerons pas d'antécédent et d'image, mais plutôt de valeur de départ à l'entrée et de valeur renvoyée à la sortie. L'exemple à l'écran propose une transcription en langage Python de la fonction mathématique f de x est égal à 2x plus 4. Une fonction est définie par le mot-clé def suivi de son nom auquel des parenthèses sont accolées, puis du symbole 2 points qu'il ne faut surtout pas oublier. Le passage à la ligne après le symbole 2 points engendre une indentation, c'est-à-dire un décalage par rapport à la colonne de gauche. C'est l'indentation qui marque l'appartenance du bloc d'instruction, appelé corps de la fonction, à la fonction elle-même. Le mot-clé return, dans le corps de la fonction, permet de renvoyer la valeur de sortie. À l'intérieur des parenthèses d'une fonction, on peut trouver des paramètres qui, lors de l'appel de la fonction, prendront des valeurs particulières appelées arguments. En Python, une fonction est définie par un nom, ses paramètres et éventuellement une valeur de retour communiquée au programme par la fonction en fin d'exécution. L'avantage de la programmation par fonction est de pouvoir décomposer un programme initial complexe en sous-programmes plus simples à traiter séparément. L'utilisation des fonctions dans un code évite la duplication du code, on parle alors de factorisation du code, améliore la conception, c'est-à-dire décompose un problème initial complexe en sous-problèmes plus simples, améliore la lisibilité et le maintien du code, met en relief les entrées et les sorties, et enfin permet la réutilisation ultérieure dans d'autres programmes avec l'instruction import. On parle alors de programmation modulaire. Un certain nombre de fonctions prédéfinies sont déjà disponibles dans le noyau de base de Python. C'est le cas notamment des fonctions print, input ou type que nous avons déjà rencontrées. Selon ses besoins, un utilisateur peut définir lui-même ses propres fonctions. Certaines ne nécessiteront pas de paramètres lors de leur définition, alors que pour d'autres cela sera nécessaire. En l'absence de paramètres, les parenthèses accolées au nom de la fonction resteront vides. Si des paramètres sont nécessaires, ils seront indiqués à l'intérieur des parenthèses accolées au nom de la fonction lors de sa définition. Lors de l'appel de la fonction dans le programme principal, des valeurs appelées arguments seront passées aux différents paramètres. Une fonction doit toujours être définie avant son appel. C'est pour cette raison que dans un programme Python, il faut prendre l'habitude de commencer par définir toutes les fonctions dont on aura besoin en amont du programme principal dans lequel les appels à ces fonctions seront effectués. On peut remarquer qu'une fonction réalise une simple opération dont le résultat peut être, par la suite, utilisé par une instruction. Une procédure est une instruction composée qui peut prendre des paramètres et dont le rôle est de modifier l'état courant. Les procédures ne retournent pas de résultat. Ainsi, pour les puristes, 1 et 2 sont des procédures alors que 3 est une fonction, car elle utilise l'instruction return. Par la suite, par souci de simplification, nous appellerons fonction y compris des procédures. Lorsqu'une fonction est appelée, Python réserve pour celle-ci dans la mémoire de l'ordinateur un espace de nom. Cet espace de nom local à la fonction est indistingué de l'espace de nom global où se trouvaient les variables du programme principal. Dans l'espace de nom local, nous aurons des variables qui ne sont accessibles qu'au sein de la fonction. À chaque fois que nous définissons des variables à l'intérieur du corps d'une fonction, ces variables ne sont accessibles qu'à la fonction elle-même. On dit que ces variables sont des variables locales à la fonction.
Une variable locale peut avoir le même nom qu'une variable de l'espace de nom global, mais elle reste néanmoins indépendante. Les contenus des variables locales sont stockés dans l'espace de nom local, qui est inaccessible depuis l'extérieur de la fonction. Les variables définies à l'extérieur d'une fonction sont des variables globales. Leur contenu est visible de l'intérieur d'une fonction, mais la fonction ne peut pas les modifier. L'application en ligne Python Tutor permet de suivre l'exécution d'un programme Python en mode pas à pas. Cela permet notamment de visualiser quels seront les objets stockés dans la mémoire RAM de l'ordinateur sur lequel s'exécute le programme Python. Les notions de variable globale à un programme et de variable locale à une fonction sont importantes à bien comprendre car elles sont souvent source d'erreurs en programmation. Lors de l'exécution de la définition de la fonction dans l'espace de nom global, un objet est créé dans la mémoire RAM de l'ordinateur. Le nom de la fonction est un alias faisant référence à cet objet. Puis les valeurs 10 et 50 sont respectivement affectées aux variables 1 et variable 2 appartenant à l'espace de nom global. L'exécution de l'appel de la fonction ouvre un espace de nom local dans lequel la valeur 100 est affectée à la variable locale variable 2. L'instruction print variable 1, variable 2 depuis le corps de la fonction affiche la valeur de la variable globale variable 1 et celle de la variable locale variable 2, c'est-à-dire 10 et 100. À ce niveau, on peut penser que la fonction a bien modifié la valeur de la variable 2. Toute la question est de savoir de quelle variable 2 nous parlons. Une fois sorti de l'espace de nom local, correspondant au corps de la fonction, un print variable 1, variable 2 affiche les valeurs initiales des deux variables globales, variable 1 et variable 2. La fonction n'a donc pas modifié la valeur de la variable globale variable 2 comme escompté. La valeur de la variable globale variable 2 n'a pas été modifiée par l'affectation faite dans la fonction. Bien que portant le même nom, il existe en réalité deux variables variable 2 différentes, car appartenant à des espaces de nom différents. Même si les deux variables 2 dont nous parlons portent le même nom, elles sont différentes. L'une d'entre elles est une variable locale et l'autre est une variable globale. Pour qu'une fonction puisse modifier une variable globale, il faut dans le corps de la fonction placer l'instruction globale devant son nom. Cette instruction permet d'indiquer à l'intérieur de la définition d'une fonction quelles sont les variables à traiter globalement. Dans l'exemple à l'écran, le fait de déclarer dans le corps de la fonction variable 2 comme une variable globale va permettre d'en modifier la valeur. Attention néanmoins à faire cela avec discernement, car la déclaration d'une variable globale dans le corps d'une fonction peut être une source d'erreur importante, notamment dans les programmes complexes. Cela crée notamment une dépendance entre les variables globales du programme et les fonctions, pouvant modifier leur valeur. Le code est dans ce cas moins simple à maintenir en cas d'évolution majeure du programme. Une illustration simple de la mise en œuvre d'une fonction concerne un programme pouvant afficher à l'écran n'importe quelle table de multiplication que je vous laisse le soin d'étudier en détail en mettant la vidéo sur pause si nécessaire. Une bonne habitude consiste à documenter systématiquement les fonctions créées à l'aide de ce que l'on appelle un docstrings. Il s'agit d'informations textuelles qui renseignent sur le fonctionnement de la fonction. Un docstrings se place au début du corps de la fonction. Il est délimité par des triples guillemets doubles. L'utilisateur d'une fonction peut accéder à son docstrings via la fonction help, où l'on précise entre parenthèses le nom de la fonction pour laquelle on souhaite obtenir de l'aide. Un autre exemple d'implémentation d'une fonction est celle permettant de calculer la surface sous le périmètre d'un rectangle. Là encore, je vous laisse le soin de vous familiariser en détail à la structure de cette fonction en mettant la vidéo sur pause si nécessaire. Python propose un moyen différent du mot-clé def pour créer des fonctions. Il s'agit de fonctions qualifiées d'anonymes ou de lambda. Elles sont extrêmement courtes car limitées à une seule instruction codée sur une seule ligne. Les fonctions lambda sont en général utilisées dans un certain contexte pour lequel définir une fonction à l'aide du mot-clé def serait plus long et moins pratique. Les exemples à l'écran permettent d'illustrer simplement cette notion de fonction lambda ou anonyme. Ce type de fonction est en particulier très bien adapté pour décrire des fonctions mathématiques telles que les fonctions linéaires ou affines. La syntaxe est simple. Après avoir mis le nom de la fonction suivi du signe égal, on indique le mot-clé lambda. Ce dernier est suivi des paramètres éventuels nécessaires à la fonction, puis du symbole 2 points. On précise juste après l'expression mathématique de la fonction.
L'appel d'une fonction lambda se fait de la même manière que celui d'une fonction classique. On précise, si nécessaire, les arguments à passer aux paramètres d'entrée de la fonction. Les fonctions qui s'appellent elles-mêmes sont appelées fonctions récursives. Attention, dans le cas de fonctions récursives, il est impératif de prévoir un cas de base dans lequel la fonction ne s'appelle pas elle-même, afin qu'elle ne s'appelle pas indéfiniment et que le programme boucle à l'infini. Un premier exemple simple de fonction récursive est celle d'une fonction permettant de calculer la puissance petit n d'un nombre. Une analyse rapide du problème nous permet de trouver une relation simple liant la puissance n d'un nombre à celle de ce même nombre élevé à la puissance de rang inférieur n-1. On parle en mathématiques de relation de récurrence. C'est cette relation qui, traduite en langage Python, va nous permettre de faire un appel récursif de la fonction. La condition de base porte sur la puissance 0, qui doit retourner la valeur 1 dans le bloc du if. Dans le bloc du else, on code la fonction récursive. Elle s'appelle elle-même en passant en paramètre le rang n-1. Un autre exemple type est celui d'une fonction récursive permettant de calculer la factorielle d'un nombre entier. Le raisonnement mis en œuvre offre beaucoup de similarités avec l'exemple précédent. La condition d'arrêt porte cette fois-ci sur deux valeurs particulières, 0 et 1, dont la factorielle vaut 1. On retrouve là encore une implémentation type d'une fonction récursive avec une structure conditionnelle if-else. Je vous laisse le soin de mettre la vidéo sur pause si nécessaire afin d'étudier en détail le code de ce programme. Comme nous venons de le voir, de nombreux programmes nécessitent l'utilisation de fonctions. Il convient donc de bien en connaître la syntaxe. Une fonction est définie par le mot-clé def suivi d'un nom auquel des parenthèses sont accolées. À l'intérieur de celle-ci, on peut mettre ou pas des paramètres d'entrée. Les deux points à la fin de la ligne de définition indiquent que le bloc indenté d'instruction, commençant sur la ligne suivante, constituera le corps de la fonction. Le mot-clé return permet de renvoyer la valeur issue du traitement de la fonction, celle-ci étant généralement stockée dans une variable. L'appel de la fonction se fait quant à lui dans le programme principal. On peut passer des valeurs appelées arguments aux paramètres de la fonction. Voilà, j'espère que vous en savez désormais un peu plus sur les fonctions, qui sont l'un des points clés de la programmation procédurale. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt, au revoir.